Je rappelle le calendrier. 2021, la réforme fiscale côté collectivité est mise en œuvre. Et donc ça va avoir un impact sur les indicateurs de richesse. Ça va avoir un impact sur les indicateurs de richesse, non pas dès 2021, puisque vous savez que le potentiel fiscal de l'année N est calculé sur les éléments fiscaux de l'année N-1, ce qui veut dire que les conséquences de cette réforme fiscale sur les indicateurs de richesse, les conséquences, on va les voir apparaître en 2022. Le PLF pour 2020 est muet sur cette question-là pour le moment. En même temps, il reste encore 2 ans pour anticiper ces effets-là. Mais il y aura des conséquences en 2022 sur l'indicateur de richesse et donc sur la répartition des dotations et des fonds de péréquation. Alors comment pourrait évoluer l'indicateur de richesse? Vous vous souvenez, dans les départements, on a 3 indicateurs de richesse basés sur le potentiel. On a le potentiel fiscal, qui à l'origine, c'était les bases des 4 taxes locales, taxes d'habitation, les 2 taxes foncières et l'ATP, multipliées par le taux moyen national. Ça, c'était le potentiel fiscal. Puis, on va le voir, cette définition a évolué au fur et à mesure des réformes fiscales successives depuis les débuts des années 2000. En 2005, ils ont créé le potentiel financier, qui, avec le potentiel fiscal, ajoute des éléments de la DGF, la dotation forfaitaire et la dotation de compensation. Et suite à la réforme TP de 2010, un 3e indicateur avait été créé, c'est le potentiel fiscal corrigé, qui était né des travaux de la commission Ackermann de l'ADF, c'est-à-dire qui neutralisait les effets de la réforme de la taxe professionnelle, qui est maintenant utilisée notamment par la CNSA pour vos concours APA et PCH. Alors, comment pourrait évoluer ce potentiel? On a retracé dans l'histoire comment le législateur avait fait évoluer la définition du potentiel suite aux différentes réformes fiscales. À titre d'exemple, début des années 2000, suppression de la part salaire de la taxe professionnelle. Donc, avant, dans le potentiel, on avait les bases salaires de l'ATP multipliées par le taux moyen national. Qu'est devenu le potentiel suite à cette suppression progressive de la part salaire de la TP? Eh bien, à la place du potentiel salaire TP, le législateur y a mis la compensation TP, la compensation suppression de part salaire de la TP. C'est-à-dire que, ni plus ni moins, on a intégré à la fois les bases, mais aussi les taux de chaque département. Donc on n'avait pas une stricte équivalence. Donc on peut, et on va avoir exactement la même chose sur la réforme de l'ATP, vous l'avez dans le document. Donc on peut imaginer que le législateur serait tenté de remplacer ce qui est aujourd'hui le potentiel foncier bâti par le produit de TVA. Alors quelles en seraient les conséquences si on partait de cette définition? J'ai pris 2 départements qui ont aujourd'hui un potentiel financier très proche, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. Ces 2 départements, vous avez la décomposition de leur potentiel fiscal et financier. Sur la dernière ligne, on voit que ce soit les Hautes-Pyrénées ou les Pyrénées-Atlantiques, ils ont un potentiel financier supérieur de 5% à la moyenne nationale. Si on remplace ce potentiel foncier bâti par le produit de TVA que percevront ces 2 départements, on voit que le potentiel financier des Hautes-Pyrénées apparaîtrait 21% supérieur à la moyenne, au lieu de 5%, alors que celui des Pyrénées-Atlantiques passerait en dessous de la moyenne. Donc on part sur une situation où aujourd'hui l'indicateur potentiel financier nous dit que les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques ont le même écart à la moyenne, à une situation où les Hautes-Pyrénées auraient un potentiel financier nettement au-dessus de la moyenne, alors que les Pyrénées-Atlantiques passeraient en dessous. À quoi est dû cet effet-là? Eh bien, à leur taux de foncier bâti, puisqu'on intègre dans l'indicateur de richesse le taux de foncier bâti de ces 2 départements. Le taux de foncier bâti des Hautes-Pyrénées, c'est 24%, supérieur à la moyenne, donc il apparaît plus riche. À l'inverse, le taux de foncier des Pyrénées-Atlantiques, c'est 13%. On intègre cet élément dans le potentiel financier. Il apparaît, donc moins fort que la moyenne nationale. Donc le département, en potentiel financier, apparaît
moins riches et même passent en dessous de la moyenne nationale. Et donc on va avoir ces effets-là dans tous les départements. Donc pour savoir si votre département sera pénalisé ou pas par la réforme, c'est simple. Aujourd'hui, le taux moyen national de foncier bâti, c'est 16,25%. Si votre taux est supérieur à ce taux moyen national, vous serez plutôt perdant à la réforme, à cette nouvelle définition possible. Je ne dis pas que c'est ça qui va s'appliquer. C'est une définition qui pourrait s'appliquer si on continuait dans cette logique de remplacer le potentiel par des produits. Donc si vous avez un taux de foncier bâti supérieur aux autres, vous seriez plutôt pénalisé. A l'inverse, si vous avez un taux de foncier bâti plus bas que la moyenne nationale, vous allez apparaître plus pauvre ou moins riche. Et dans ce cas-là, vous serez théoriquement plus bénéficiaire de la péréquation. Alors vous avez de représenter ici le potentiel financier par habitant, la distribution des départements en fonction de cet indicateur réformé selon cette réforme. Et donc on s'aperçoit de quoi ? Seraient plutôt gagnants les départements très urbanisés qui ont aujourd'hui des taux assez bas. Et inversement, ceux qui seraient plutôt pénalisés, seront les départements qui ont des taux assez forts, mais qui ont aujourd'hui un potentiel bas. Pourquoi on a cet effet-là ? Parce que des départements urbanisés fortement dotés en base fiscale avaient des taux bas, et inversement, les départements plutôt ruraux à faible base compensaient cette baisse de base par un taux plus élevé. On a une corrélation entre le potentiel fiscal avant réforme et le taux d'imposition de foncier bâti. Tous ces résultats sur l'indicateur de richesse, on les a intégrés dans la simulation de tous les fonds de péréquation et de solidarité. Et on a comparé avec la situation statu quo pour mesurer les effets de redistribution. Quand on fait le bilan, on aurait un effet de redistribution de 134 millions d'euros. 134 millions d'euros. Alors, certains seraient gagnants sur un fonds mais perdants sur l'autre. Donc si on regarde que les montants qui changent de main, c'est un volume de 118 millions d'euros. 118 millions d'euros, ce n'est pas négligeable, c'est 2 fois le fonds de péréquation de CVAE, par exemple. Donc 118 millions d'euros. Quelles seraient les dotations les plus impactées ? En tête, la CNSA, avec l'APA et la PCH. L'APA, c'est l'élément central à surveiller par rapport à la nouvelle définition du potentiel, puisque ce serait lui le plus impacté. On a aussi le fonds de péréquation des MTO qui serait impacté. L'origine de tout ça, c'est l'intégration du taux de foncier bâti dans l'indicateur de richesse. C'est pour ça que, par typologie, les départements qui seraient plutôt gagnants à cette nouvelle définition seraient les départements très urbanisés, puisque ce sont des départements qui ont un taux, vous l'avez, le taux moyen de ces départements-là, le taux de foncier bâti moyen de ces départements-là, vous les avez ici, qui ont des taux plus bas. Et à l'inverse, les départements ruraux intermédiaires ou de faible densité seraient plutôt pénalisés, puisqu'ils ont des taux importants. En volume financier, c'est 40 millions d'euros en plus pour les départements urbanisés, 30 millions d'euros en moins pour les départements de faible densité ou 23 millions d'euros en moins pour les départements intermédiaires. Et on va retrouver en euros habitants, on est sur des volumes de l'ordre de 1 à 2 euros habitants pour les bénéficiaires et jusqu'à 5 euros pour les départements en moins très urbanisés, de faible densité. Et on vous a fait aussi la simulation pour chaque département. On aurait un tiers des départements qui seraient plutôt gagnants, avec en tête Paris. L'effondrement du potentiel de Paris serait très important, et donc son gain, notamment en concours CNSA, serait fort. En sachant que pour Paris, il faut quand même faire attention, c'est que pour Paris, la réforme ne va pas s'appliquer strictement de la même manière que pour les départements, puisque depuis 2019, Paris est un budget unique, où son taux de foncier bâti départemental est redescendu au niveau communal. Et donc il ne va pas avoir de la TVA pour remplacer son foncier bâti départemental.
Donc il y aura une question qui va se poser particulière sur le potentiel de Paris. Là, on l'a traité de la même manière que les autres départements, mais il y aura une question particulière sur Paris à intégrer dans l'indicateur de richesse. On aurait le département de la Corse qui serait aussi bénéficiaire, parce que lui deviendrait éligible au FSID. Voilà, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas sur la première part. Dans les départements les plus perdants, on va retrouver la Creuse, à cause de la CNSA, mais on va aussi retrouver l'Allier et le Jura, à cause de leur perte d'éligibilité au FSID. Donc on voit que pour chaque département, ça va être des situations très particulières avec des effets de seuil, des effets liés à l'évolution de leur potentiel de cette nouvelle définition. Donc on a des variations importantes, et ce n'est pas sur des montants négligeables. Si on prend le département du Jura, c'est une perte de quasiment 25 € par habitant. Donc c'est une question pour certains départements qui va être cruciale.